Bonsoir les amis, nous sommes le mercredi 17 juin 2020. Il y en a parmi ceux qui dorment, qui n'ont pas encore compris que ce virus a été certainement l'occasion de mettre en place ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. J'ai déjà fait des émissions dessus avec Youssef Indy, avec Valérie Bugeaud. Je pense qu'il va falloir en remettre une couche et demain j'aurai un invité exceptionnel qui viendra nous parler de ce nouvel ordre mondial. Pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple. Vous avez tous entendu dans les médias de la peur qu'il y avait une résurgence du Covid. Enfin, une résurgence, non, puisqu'en Amérique du Sud, il est arrivé un peu plus tard qu'ailleurs. Vous vous rappelez toutes ces émissions que je vous avais faites maintenant, il y a presque 6 semaines, où je vous montrais, quand c'était encore accessible, les courbes statistiques de cette fantastique école de Singapour, qui montrait qu'effectivement, la fin de la pandémie dans tous les pays européens, et un peu plus tard effectivement en Amérique du Sud, et encore plus tard dans les pays du Moyen-Orient, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, tout simplement parce que le virus est arrivé après. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, depuis longtemps aussi, depuis 3 semaines, il y a encore des cas, mais on ne sait pas ce que ça donne. Les gens semblent, comme je vous avais montré dans l'extrait, ils sont positifs, mais ils vont bien, ils sont comme moi, comme vous. Et donc, il se passe des choses tout à fait étranges. Et pour vous montrer, sur Twitter, j'ai trouvé une petite vidéo où justement, il y avait un hôpital. Je vais vous laisser la vidéo, pour ceux qui comprennent le portugais, vous allez comprendre. Pour les autres, je vais vous résumer. C'est un hôpital qui a déclaré 5000 personnes infectées, avec 200 décès du Covid. Et des députés brésiliens n'y croyaient pas, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur cet hôpital qui disaient qu'il était vide. Donc ces députés, ils y sont allés. Là, on est le pays de Bolsonaro. Alors, regardez la vidéo. Cheguei, Coné! Eu vou entrar. E vai agora. Cadê o armado? Vem comigo. Ele não quer deixar eu entrar no hospital. Vem cá. Entra comigo aqui. Agora eu vou entrar. Vai segurando. Jesus, deixa ninguém chegar perto de mim. Ninguém. E se chegar, toma todo o procedimento, vou caminhar pra delegacia. Se ficar aqui, eu vou caminhar pra delegacia. Mete o pé. Ouviu? Você quer ir pra delegacia? Você não precisa abrir o portão. Você tá fazendo sacanagem. É o quê? Aqui é privado? Aqui é ladrão, rapaz. Só tem bandido aqui, rapaz. Campo privado aqui. Isso aqui é obra pública. É dinheiro do povo. É dinheiro do povo, rapaz. É dinheiro do povo. E me barra pra você ver. Quem é isso aí, então? Se não é privado, esquerda. Ninguém fala nada. É aqui todo mundo. Vamos lá. É por isso que não queria deixar eu entrar, gente. Ó, isso aqui é pra inaugurar hoje. Olha isso aqui. Não tem nada pronto. Uma covardia com a população. Ladrão, governador safado. Ladrão, empresariados. Você é corrupta. Por isso que não queriam deixar o deputado entrar. Isso aqui era para estar sendo inaugurado desde o dia 13 de abril. Olha o estado disso aqui. Olha isso aqui. Aqui, botaram para entrar. Eu tiro aqui e entra. Não, calma aí. Ninguém me respeitou. Tu que me deixou entrar. Agora vamos começar o show. Bora. O senhor pode entrar, segurança não. O senhor pode entrar, segurança não importa que eu... Então cala a boca, não fala comigo. Cala a boca, pô. Então vem cá falar comigo, pô. Vem cá falar comigo. Vai correr. Ninguém me responde, seu merda. Você é um ladrão. Tem que ser preso. Ladrão tem que ser preso. Ainda mais roubando dinheiro da saúde. Porque quando rouba dinheiro da saúde, não estão roubando só dinheiro, não. Estão roubando vidas. As pessoas não estão tendo o direito de lutar pela sua vida porque não tem um hospital pronto. Ainda fica uma pessoa de baba-ovo ali defendendo o governador. Quem defende bandido é bandido como tal. É bandido como governador. Obrigado aí por estar acompanhando aí a nossa live, por ter acompanhado a nossa fiscalização. Só para resumir, deputado, não tem EPI. Não tem EPI. Não tem... Ó, sabe quantos respiradores tem aqui, pessoal? Alors si parmi vous,
il y a des Portugais qui peuvent me faire des recherches sur ce qui se passe au Brésil, ce serait bien, franchement, de regarder un petit peu ce scandale, parce qu'à mon avis, ça doit faire du bruit quand même, parce que cette vidéo a été vue près d'1 million de fois sur Twitter, rien que sur Twitter, elle a été partagée énormément. Donc, à mon avis, vous pouvez trouver des informations. Moi, hélas, je ne maîtrise pas le portugais, et je sais qu'il y a beaucoup de portugais en France. Donc, un petit coup de main, ça serait pas mal. Vous m'écrivez, et moi je relais parce que c'est quand même assez énorme, quoi. Vous avez bien vu que dans cet hôpital, il y avait tout, sauf des patients, et sauf des malades. Et voilà. Donc, l'autre soir, notre président a fait cocorico une fois de plus parce que le confinement a sauvé des vies. Moi, j'avais déjà fait des émissions avec Nicole et Gérard Delépine, bien d'autres, en disant que le confinement a tué. Bah là, maintenant, il y a une étude qui va sortir, hein. Le confinement et l'escroquerie sanitaire du XXIe siècle. L'étude souligne la responsabilité de l'OMS. Alors, qu'est-ce que c'est cette étude? C'est une nouvelle étude d'origine cocorico française, soumise, donc elle est en préprint, hein, au British Medical Journal. Elle met en évidence les coûts disproportionnés du confinement en termes sociaux, économiques et humains et dénonce une escroquerie sanitaire et pointe la responsabilité de l'OMS. Alors, il n'est pas certain que l'étude sortira en print, hein. Et donc, je vous mets dans les liens l'intégralité de l'étude. Alors, c'est en anglais, hélas, hein, parce que toutes les publications se font en anglais, mais quand même, téléchargez parce que c'est intéressant. Et ensuite, vous utilisez les facultés de vos Google Chrome ou Google Translate pour traduire en français. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Didier Raoult dit depuis le début, hein, en médecine, le confinement n'existe pas. Il n'existe pas en infectiologie, en épidémiologie ou en santé publique. Il est d'ailleurs inédit dans l'histoire de la médecine et de l'humanité, ce que dit Raoult depuis le début. Il est donc nécessaire de revenir à la raison et de pratiquer la médecine du XXIe siècle. Rien ne prouve que la Chine ait aplani la courbe épidémique grâce au confinement. Dire que la Chine a réduit le nombre de cas ou a bien géré l'épidémie grâce à l'enfermement est un pur mensonge et ne repose sur aucune preuve, car personne n'est en mesure de donner le nombre de cas ou de décès en Chine si elle n'avait pas appliqué de confinement. Déjà, on n'est pas vraiment sûr du nombre de morts en Chine, parce qu'il est quand même relativement faible. De plus, je tiens à préciser que le confinement chinois est un vrai confinement, c'est-à-dire les gens étaient confinés chez eux, sans pouvoir sortir. On leur apportait à manger devant la maison. Ça, c'est l'organisation chinoise. En France, c'est pas possible. En France, on était confinés à la maison, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'aller au travail, mais on avait le droit d'aller à l'hypermarché sans masque, l'endroit où il y a le plus de virus au mètre cube. Donc, si on a autorisé les Français à aller à l'hypermarché, on pouvait les autoriser à travailler, hein, c'était pareil. Quels sont les risques, les dangers et les conséquences catastrophiques pendant et après l'enfermement? Suicide de personnes, comme cela a déjà été signalé en Chine, mais aussi, moi je vous l'ai déjà montré, aux États-Unis où ça a explosé les suicides. Développement de pathologies psychiatriques, paralysie du parcours scolaire des élèves étudiants à l'université, impact négatif et danger sur les animaux, négligence d'autres maladies, en particulier les maladies chroniques, et augmentation de leur mortalité, sans oublier bien évidemment les maladies de style cardiaque, hein, qu'on ne peut pas appeler chronique, parce que ça peut survenir quand inopinément. Augmentation des violences domestiques, ça a été énorme. Perte économique, chômage. Là, on va voir le boom. Là. Crise économique majeure. Cela va également interrompre le flux de financement nécessaire à l'équipement des hôpitaux. Ils sont dehors. En outre, peu de gens savent que la crise économique de 2007-2008 a entraîné le suicide d'au moins 13 000 personnes rien qu'en Europe et en Amérique du Nord. Et franchement, 2007-2008, ça n'a rien à voir avec cette crise qui va arriver. Hein. C'est pas pour vous faire peur, vous savez que c'est pas du tout mon style de vouloir faire peur, mais je vous avais déjà fait une émission en mars, aller au travail, hein, donc sérieuses conséquences pour l'agriculture. On voit déjà hein, dans les hypermarchés, le prix des courses augmente de manière assez quand même affolante, il faut le dire. Les gens qui sont un peu ric-rac s'en aperçoivent, eux, hein, ce qu'ils achetaient, ça prend déjà 4, 5, 20 euros. Quand on fait des petites courses tout le temps et que ça prend déjà 4, 5 euros et qu'on était déjà ric-rac, donc là, il va falloir surpayer les hypermarchés parce qu'ils achètent moins cher hein, chez les paysans qui sont déjà un petit peu pris à la gorge, et eux font des marges extraordinaires. Déstabilisation des pays et de la paix sociale et risque de guerre. Ça, on le voit, hein, ce qui se passe un peu partout, là, dans le monde, surtout aux États-Unis. Après avoir exposé tous les dangers de l'enfermement, il est clair que l'équilibre bénéfice-risque est extrêmement et dangereusement défavorable, d'autant plus que les bénéfices du confinement ne sont absolument pas fondés sur des preuves et même proches de zéro.
Chaque année, le virus de la grippe infecte 1 milliard de personnes dans le monde et en tue 650 000. Et la tuberculose qui figure parmi les 10 premières causes de décès dans le monde et qui est beaucoup plus contagieuse. Un patient non traité peut infecter 10 à 15 personnes, cause 10,4 millions de cas et tue 1,8 million de personnes. Pourtant, on ne parle jamais de crise sanitaire. L'ensemble du système hospitalier des pays n'est absolument pas débordé car la saturation ne concerne que très peu d'hôpitaux et cela peut être évité en prenant des mesures raisonnables pour gérer cette épidémie comme nous l'avons indiqué et comme la Suède l'a fait. Alors évidemment, on dit en Suède, il y a encore des cas, oui, mais elle, l'économie n'a pas été touchée sauf les exportations et les importations, bien entendu. Il n'y a pas de suicide, il n'y a pas eu les gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas pu être soignés. Les pays du monde ont pris des mesures disproportionnées suivies aveuglement les recommandations de l'OMS en confinant leur population, une mesure basée sur une escroquerie. Les médias ont également alimenté la peur et la psychose en présentant le SARS-CoV-2 comme un virus très dangereux ou à forte mortalité alors que ce n'est absolument pas le cas. Même certains professionnels de la santé les suivent comme des moutons, sans entrer dans des théories de conspiration. Ah bah oui, hein, jamais, hein, les théories de conspiration, surtout pas. Et après des précédents comme le H1N1 de 2009, peut-on faire confiance à l'OMS et suivre toutes ses recommandations? Est-elle indépendante dans ses recommandations et ses décisions? La réponse est bien sûr non. Donc entre le 1er janvier et le 1er mai 2020, vous voyez le petit tableau à gauche, décès dans le monde, bah, c'était entre le 1er mai, 237 469 pour le Covid, 2 740 193 pour le cancer, 327 000 malaria, malnutrition, hélas, 3 731 000, suicide, 357 000, accident de la route, 450 000, maladies infectieuses, 4 331 000. Donc là, on est quand même dans un domaine où, c'est des médecins qui le disent, l'OMS est en fait financée à 80% par les laboratoires pharmaceutiques, les banques, l'industrie de l'armement, les compagnies pétrolières, l'industrie de l'alcool, etc., tandis que Bill Gates participe de plus en plus au financement de l'OMS par l'intermédiaire de sa fondation, ce qui rend l'organisation très dépendante. Je vais toujours dire en plus qu'il y a même des salariés de l'OMS qui reçoivent des fiches de paye directement de la fondation de Bill et Melinda Gates. Et que les faits s'accumulent, fausse alerte sur la grippe H1N1 sous la pression des lobbies pharmaceutiques, complaisance inquiétante vis-à-vis du glyphosate que l'OMS a déclaré sûr, malgré les victimes de l'herbicide. Comment l'OMS peut dire que le glyphosate ne donne pas de cancer? C'est juste hallucinant. Hein. Donc l'OMS a déclaré sûr, malgré les victimes de l'herbicide, aveuglement sur les conséquences de la pollution due aux compagnies pétrolières en Afrique, minimisation du bilan humain des catastrophes nucléaires en raison de l'accord que l'OMS a signé avec l'Agence internationale de l'énergie atomique de Tchernobyl à Fukushima. Vous vous rendez compte? L'indépendance de l'OMS est compromise à la fois par l'influence des lobbies industriels, y compris celui des laboratoires pharmaceutiques, et par les intérêts de ses États membres, notamment la Chine. L'OMS doit faire objet d'une réforme radicale, bon, blabla. Et surtout, on remet en cause ce statisticien fou de l'Imperial College de Londres, qui s'est trompé tout le temps, dans toutes les épidémies, et une fois, on a encore écouté ce gars qui s'est toujours trompé. Donc là, quand même, c'est quand même une étude en préprint au British Medical Journal. Donc je vous la laisse dans sa totalité parce qu'elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus étoffée. Vous pouvez la télécharger. C'est quand même grave, ce qui s'est passé là. On reste avec l'OMS qui a déclaré, regardez ce qu'il déclare, que un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi qu'il semblait très rare qu'une personne asymptomatique atteinte du corona le transmette à une autre personne, ce qui pourrait être une bonne nouvelle dans la lutte contre le virus. Et donc là maintenant, ils rétropédalent un petit peu comme ils peuvent, hein, l'OMS. Vous savez, moi j'ai plein de médecins qui me disent, j'ai traité des couples dont l'un, homme ou femme, avait le Covid. Malgré qu'ils vivaient sous le même toit, partageaient le même lit pendant le confinement et ils n'avaient pas de masque, et l'autre ne l'a jamais attrapé. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple quand même la transmission de ce virus. Alors évidemment, il y a des cas positifs, oui, mais bon, comme on l'a montré, il se passe rien. Il y a des cas positifs en Chine. Alors en Chine, c'est un petit peu particulier, hein, parce que là, on est à Pékin quand même. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Pékin. Moi, aujourd'hui, je suis allé chez mon ami médecin chinois. J'en ai une amie, c'est juste extraordinaire toujours, hein, parce que cette amie ne croyait plus du tout à la médecine traditionnelle. Elle avait plein de mots. Il a passé 1h05. Écoute, l'écoute, et ensuite ses questions, et ensuite le diagnostic. C'est juste
hallucinant. Quel généraliste aujourd'hui en France peut se permettre d'écouter, de poser des questions pendant 1h05 un patient? Peut pas, il ne peut pas. Bien évidemment, il va prescrire des bêtes à mal au rein, tu vas aller voir un néphrologue, ah oui, t'as aussi mal là, bah, tu vas voir un tel spécialiste, faire une analyse de sang, faire des IRM, on va faire ci, ouais, au final, chacun donne ses médocs, et on sort avec 2 sachets de médicaments de la pharmacie. Bref, c'est un autre sujet, mais juste pour vous dire que on a parlé un petit peu de Pékin, c'est juste affolant, quoi, affolant. C'est-à-dire que pour les Parisiens, là, imaginez la fois où vous avez pris le métro où ça a été le plus bondé. Bah, vous multipliez à peu près par 20 et ça vous donne Pékin tous les jours. Donc, évidemment, avec une telle promiscuité, il suffit qu'il y a un cas, ça se propage. Donc là, on en vient, ils sont pinces automatiques. Pendant l'audition de Jérôme Salomon hier, il disait que oui, les masques ne servaient à rien. Bah, je ne comprends pas pourquoi ils servent aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, il va faire, on annonce des 30 degrés, 31 degrés. Enfin, j'ai suivi ça sur la météo alsacienne, hein, je sais pas ailleurs ce qui va se faire, mais je pense que il va faire chaud un peu partout. Mais il faut arrêter les masques, quoi. Les gens sont en train de mourir avec ces masques, hein, franchement. Donc je vous mets dans les liens un excellent article, toujours de blog de Prisca du Cœur Joli, que je vous avais déjà présenté. Elle a fait une enquête, le port du masque s'avère inutile selon les études, une bonne pluie serait bien plus efficace, hein, et c'est assez complet, lisez-le, abonnez-vous au blog de Prisca, c'est juste exceptionnel aussi, hein, le travail qu'elle fait. Pendant ce temps-là, vous savez que donc suite à l'étude foireuse du Lancet, on a interdit l'hydroxychloroquine, hein, bah, pas partout, hein. En France, oui, on s'est empressé de l'interdire, sans être revenu dessus, en sachant que l'étude de Lancet est complètement honteusement fausse et manipulée et ordonnée par Big Pharma. Recovery a fait encore une étude encore plus honteuse que le Lancet, est-ce possible? Mais oui. Et par contre, Recovery, bah tiens, ils disent les patients qui reçoivent déjà du Remdesivir peuvent toujours être recrutés dans l'étude Recovery et recevoir l'un des traitements disponibles. Donc il continue avec le Recovery. L'influence de Gilead devient de plus en plus, explose à la face de tous, hein. Les gilets jaunes constituants ont été chez Gilead. Hier, ils étaient chez le Conseil de l'Ordre. Ils font des actions très intelligentes, les gilets jaunes constituants. Franchement, rapprochez-vous d'eux, surtout si vous êtes sur Paris. C'est très très bien, moi je suis ce qu'ils font, c'est très très bien. Mais pendant ce temps-là, partout dans le monde, bah ici vous avez une étude de la Henry Ford Health System Hill, bah qui dit quoi? Qui dit bah oui, la chloroquine marche très bien, quoi, hein, mais à des patients donnés tôt, c'est-à-dire que c'est pas à des patients qui sont en train de mourir. Alors que Didier Raoult, Christian Perron a toujours dit, bah, quand la charge virale n'est plus là, effectivement, l'hydroxychloroquine ne sert à rien. Beaucoup m'ont parlé aux États-Unis que la FDA avait supprimé l'hydroxychloroquine. Non, c'est pas tout à fait vrai. La FDA américaine a révoqué l'autorisation d'utilisation d'urgence qui permettait de traiter des patients hospitalisés souffrant du Covid-19 avec du chloroquine ou l'hydroxychloroquine en dehors d'essais cliniques. Contrairement aux autorités sanitaires françaises, la FDA précise que les médecins de ville peuvent librement prescrire ces deux spécialités pharmaceutiques hors AMM, y compris dans le cadre du Covid-19. Et là aussi, la FDA est en logique totale avec ce que dit Raoult, bah, ça sert à rien. Une fois que le patient est hospitalisé, qu'il a des problèmes, l'hydroxychloroquine ne sert à rien. Il l'a toujours dit. Je sais pas, il parle français, Raoult, pourtant. Et donc la liberté de prescrire hors AM est maintenue. En outre, la FDA rappelle clairement que les médecins de premier recours ont la possibilité de prescrire ces traitements hors ARM, s'ils jugent que cela est approprié. Cette précision n'est probablement pas anodine et découle peut-être d'une plainte déposée récemment par des médecins américains contre les restrictions imposées dans la délivrance du Plaquenil, donc l'hydroxychloroquine. En France, si l'usage du Plaquenil a été récemment interdit à l'hôpital,
La délivrance du Plaquenil est également très encadrée en médecine de ville depuis la publication d'un décret signé par Olivier Véran le 26 mars dernier. Non seulement ce décret interdit aux pharmaciens de délivrer de l'hydroxychloroquine sur présentation d'une ordonnance d'un médecin généraliste, mais selon le Conseil d'État, le décret interdirait également toute prescription hors AMM, ce qui constitue une atteinte sans précédent à la liberté de prescription des médecins. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Aux États-Unis, vous avez le Raoult américain qui s'appelle le docteur Vladimir Tselenko. Alors vous voyez, lui, il est un petit peu différent. Il a une barbe, mais il est noir. La barbe, elle est noire. Elle n'est pas blanche. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous pourrons mettre fin à la pandémie du Covid-19 si nous plaçons la vie humaine avant le profit et la politique. Identifier les patients au risque de mourir. Et on les traite dans les 5 jours avec son protocole à lui, hydroxychloroquine, azithromycine et zinc, à peu près le même que le professeur Raoult. Et il dit qu'il a un taux de survie de 99,7% chez ses patients et une réduction de 84% des hospitalisations. Qu'est-ce que demande le peuple, hein? Qu'est-ce que vous voulez faire des essais randomisés en double aveugle quand on a des tels taux de réussite? Et comme je vous l'avais publié hier, comparaison de taux de mortalité, France totale, y compris EHPAD, vous voyez, il y a 428, Paris, décès par million d'habitants, pardon, Paris 751, les Parisiens, il va falloir que, pour vous qui habitez Paris, vous demandiez à vos hôpitaux, à vos sénateurs, à vos maires, à vos députés, pourquoi il y a un tel taux de mortalité dans les hôpitaux parisiens. En Hauts-de-Seine, c'est 607, l'Île-de-France, 547, France hors EHPAD, 270, Marseille, personnes positives avec et sans traitement hydroxychloroquine, azithromycine, 147. Marseille, personnes positives sans hydroxychloroquine et azithromycine, 130. Et Marseille, personnes positives avec hydroxychloroquine et azithromycine, 16. Et en Allemagne, 97. Donc là, il y a vraiment, effectivement, des comptes à rendre, hein. Et le professeur Perron, vous l'avez vu, est passé sur beaucoup de plateaux télé, hein. Il n'y a pas été de main morte. Et le résultat des courses, c'est que son livre, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Covid-19, union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance, est numéro 1, toute catégorie des ventes chez Amazon. Alors moi, je voulais clore cette émission pour aujourd'hui, quand même avec quelque chose d'assez étonnant, c'est que il se passe aux États-Unis, on observe le trafic vers Guantanamo. Vous savez, cette île où les Américains mettaient des prisonniers islamistes radicaux. Le trafic, il est intense. Et ils disent, en plus, il ne peut pas y avoir de retard dans les vols, car l'administration Trump a fait augmenter le nombre de pistes d'atterrissage et rénover entièrement cette station navale. Donc, pourquoi il y a un tel trafic? Qu'est-ce qui se passe? On y amène des gens? C'est toute la question. On y répondra. Voilà. Et allez, on va terminer sur une bonne note. Il y a eu des images un petit peu sévères hier sur les manifestations des soignants. Bon, après, moi je sais pas, j'ai vu quand même des policiers s'en prendre à une infirmière, mais après d'autres images ont montré que cette infirmière avait lancé des gros pavés vers les policiers. Donc c'est normal que ces derniers se défendent. Je veux dire, moi je suis un apôtre de la non-violence, donc ça sert à rien. Manifester, oui. Échanger. Les idées, hein, c'est bien. Moi j'invite tous ceux qui ont des idées différentes de moi à venir sur ma chaîne. On l'avait vu, je l'avais invité mon ami Michel Taube, qui n'avait pas du tout la même vision que moi. Ça a été un échange instructif. C'est bien de temps en temps aussi de voir d'autres opinions, comment les gens raisonnent, ça fait du bien, pas rester enfermé dans son raisonnement. Donc, mais pas de violence, quoi, vraiment pas de violence. Et donc, on va terminer cette émission sur une très belle image. Voilà, je vous dis à demain, à bientôt, bye bye, bisous.